Caron, vous serez le 25 octobre prochain au Centre des congrès Robert Schuman à Metz. Votre spectacle s'intitule «60 minutes avec Kéron, Dragon». En fait, ce que vous proposez, c'est vraiment un concept. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Bah, en fait, j'ai commencé ce concept de spectacle en 2011 et en fait, c'est un spectacle qui peut durer à vie parce que c'est jamais le même spectacle. J'ai un stock de blagues au-dessus de la tête, j'ai un cloud avec des heures de blagues et puis j'aime beaucoup jouer avec le public, improviser et créer de l'interaction, créer du lien avec les gens et donc chaque soir, je puise une partie dans mon stock et puis le reste, je le fais en fonction de ce qui se passe dans la salle, de ce que me donnent les gens, volontairement ou involontairement et chaque soirée est unique. C'est pour ça que j'ai des gens qui sont venus me voir, 15, 16, 20 fois, c'est jamais la même chose et que ce spectacle dure depuis, bientôt 15 ans. Ça veut dire que chaque spectacle est différent, c'est une création originale en quelque sorte chaque soir? Ouais, oui, c'est ça, c'est un spectacle sur mesure. Voilà, c'est vraiment un spectacle sur mesure en fonction de ce qui se passe. Je sais comment je commence, je sais comment je termine et au milieu, ça peut aller dans tous les sens et vraiment ça peut changer, de 20 à 80. Même moi, je sais pas ce qui va se passer et c'est ce que j'aime le plus avec ce spectacle, c'est que je suis le premier à être diverti chaque soir. Je sais pas où je vais mais on va y aller tous ensemble, quoi. Alors ça veut dire qu'il y a toujours des choses à relever, vraiment? Ah oui, chaque soir. Chaque soir, il se passe des nouvelles choses que je peux intégrer au spectacle. En réalité, moi, j'ai 3 axes d'écriture. Il y a les sketchs que j'ai écrits, que j'ai testés, on parle en centaines, en milliers de fois et qui marchent bien sur plein de thématiques différentes. Ensuite, j'ai des blagues que j'ai trouvées en impro des précédents soirs et que je garde et que je refais quand la situation se représente et donc pour le public, à ce moment-là, c'est une impro, mais moi, je sais que c'est pas une impro, ça a été une impro, mais là, à l'instant T, ça l'est plus et il y a les vrais impros que je trouve sur le moment, le soir même et donc chaque soir, j'oscille, je vacille entre ces 3 axes d'écriture et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, le public me dit toujours: «Waouh, ça a duré 15 minutes» et j'ai dis: «Bah, les gars, j'étais quand même 1 heure et demie sur scène» et «Ouais, bah, pour nous, ça a duré 15 minutes» et c'était que de l'impro et je leur dis: «Mais non, justement, vous vous rendez pas compte, ça ne peut pas être que de l'impro». Mais le but, c'est de donner de l'illusion que c'est que de l'impro. Ça, ma grande fierté, c'est qu'on dirait une discussion, avec du rythme, hein, il y a beaucoup de rire. C'est jamais une discussion où moi je parle et pendant 30 secondes, il se passe rien dans la salle. Non, non, il y a un rythme de rire très, très élevé, mais on dirait une discussion, avec un mec, qui a le micro, qui est un peu plus marrant que les autres. Ça veut dire aussi que vous êtes, hyper observateur? J'essaye, alors c'est déjà un don que j'ai. Je sais pas si c'est un don ou une malédiction, mais en tout cas, c'est un trait de caractère que j'ai déjà de toujours observer, de pouvoir bloquer sur un bouton de manchette. Quelqu'un me parle et je bloque sur ses chaussures et je me raconte un truc dans ma tête et bah, je vous raconte une anecdote. Il y a pas longtemps, j'étais avec des amis et arrive un homme seul avec une poussette et je l'ai trouvé très triste et je commence à dire à mon pote: «Tu vois, lui, je pense qu'il est venu» on était en vacances et j'ai dit: «Tu vois, je pense que lui, il était vraiment il était seul, il avait l'air triste». Je lui ai dit: «Je pense qu'il vient de perdre sa femme, mais il quand même était en voyage avec le bébé parce que c'était prévu et cetera» et j'étais sûr de moi et je lui ai raconté toute l'histoire du gars en 2 secondes et après sa femme est sortie et elle venait l'embrasser et en fait, j'étais à côté de la plaque. Mais moi, en une fraction de seconde, je me suis raconté toute une histoire et c'est ça mon problème, c'est que je bloque sur des détails et j'en fais ensuite des scénarios dans ma tête ou au cinéma ou sur scène mais je suis effectivement très observateur et je dis que c'est une bénédiction parce que ça me sert dans mon travail et une malédiction parce que faut tout répéter 2 3 fois quand on me parle parce que mon esprit vagabonde très, très vite. Est-ce qu'on fait des bides parfois quand on fait de l'impro quand même? Parce que ça peut arriver, non? Oui, ça peut arriver, mais avec le temps, ça devient de plus en plus rare parce qu'on sait où on va et on a des béquilles. C'est-à-dire que si j'ai une thématique, une porte qui s'ouvre sur telle thématique, j'ai 2 blagues pour terminer la thématique. Bah, si je veux tester une blague ou faire de la vraie impro, je vais les faire avant de finir sur ces 2 blagues et si ça marche pas, pour le public, ce sera même pas un bide. Ils vont se dire: «Ah, il a juste parlé, en fait». Mais moi, je sais que c'est un bide parce que je sais que les 2 dernières avec lesquelles je vais terminer, là, par contre, il va y avoir des applaudissements. Donc on s'en rend pas compte. Il y a que moi qui le sais et puis, maintenant, franchement, je commence, enfin, ça fait déjà plusieurs années, mais sans aucune prétention, je maîtrise quand même vraiment mon sujet. Je peux monter sur scène sans filet, je sais que je vais m'en sortir. C'est une gymnastique, d'enfer, interne, j'ai envie de dire. Est-ce que l'improvisation, c'est du talent, ça se travaille ou les 2? C'est un tout, hein, c'est comme tout, je pense qu'il faut quand même une mini base parce que quand on est à nu, notre vraie personnalité ressurgit. Il y a un équilibre à trouver entre, je te parle, je me sers de ce que tu vas me dire pour te faire rire et pour faire rire les autres et je garde en tête le rythme global de la soirée. Il faut pas que ce moment d'impro soit hyper rythmé et super marrant et juste après quand je fais mon sketch, bah, ça retombe, c'est pas possible. Donc, il faut que tout soit du même niveau et ça, il faut vraiment, mais je le dis, hein, beaucoup d'expérience pour réussir
à satisfaire un public de A à Z, des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec de la répartie. Donc il faut effectivement du talent, il faut de l'envie et il faut beaucoup, beaucoup de travail. Vous êtes une bête de travail? J'ai l'impression, oui. Après, là, maintenant, je lève le pied un peu. Je suis un peu plus, là, c'est les vacances, donc je vais redevenir une bête de travail, début octobre quand je reprends mon spectacle à Paris et puis, ensuite en tournée. Mais oui, j'aime vraiment mon travail. J'ai pas appris à l'aimer, c'est parce que j'aime ça que c'est devenu mon travail et même si ça demande beaucoup d'efforts et de rigueur, en réalité, il y a tellement de plaisir derrière, une vie où je pourrais pas m'exprimer, parce que c'est pas que la scène, hein, c'est vraiment le fait d'écrire. Une vie dans laquelle je pourrais pas m'exprimer, je pourrais pas être artiste. Pour moi, avec ma personnalité et ce que je suis, c'est vraiment limite une vie qui vaut pas le coup d'être vécue, en fait. Ce côté, sincère, d'être à l'écoute, du public, un petit peu de chaque spectateur autant que possible, ça doit quand même créer un lien très personnel, non? Oui, en fait, c'est le danger et la magie de ce truc, c'est que ça crée un lien personnel, mais moi je l'oublie ce lien. C'est-à-dire que pour moi, c'est un lien dont je me suis servi pour, faire rire mon public et vraiment moi je veux que les gens ils rentrent chez eux en ayant mal aux joues, en se disant: «OK, on a ça nous a coûté de l'argent, la baby-sitter, le déplacement, le prix, le resto avant ou après et cetera, mais ça valait le coup, ça va nous faire des souvenirs pour 10 ans. Ça valait le coup» et et je sais qu'à chaque fois qu'un spectateur va voir un spectacle d'humour et il en ressort comblé, il va en voir un autre derrière. C'est comme le cinéma en fait. Quand vous allez voir un bon film, vous y retournez tout de suite dans la semaine. Et quand vous allez voir un film qui est pas terrible, bah, vous mettez 2 mois avant de retourner au cinéma. Et bah, c'est pareil. Et ben moi, je ne veux pas être l'humoriste qui fera en sorte que les gens n'aillent plus voir ses collègues. Et donc, c'est important pour moi de vraiment pas satisfaire le public, mais les surprendre et vraiment leur faire mal aux côtes, quoi. Et pourquoi je vous disais ça, il y avait un truc derrière. Et effectivement, oui, c'est vrai que quand du coup, on vit cette soirée-là, moi je joue 3, 4, 5 fois par semaine, ça dépend des moments. Mais je peux pas me rappeler de telle blague ou telle répartie ou telle discussion. Alors que pour la personne qui est venue me voir, ça peut être quelque chose un peu d'inoubliable. Donc je recroise quelqu'un dans la rue et il me dit: «Tu te rappelles de moi, il y a 3 ans, tu m'avais dit que ma chemise elle était comme ci, comme ça, tu avais dit ça à ma femme». Il a les yeux qui brillent, et il s'en rappelle et moi je m'en rappelle mais pas une seconde et je ne peux pas m'en rappeler. Et soit il a la lucidité de s'en rendre compte et de se dire, «Bon, bah, tu oublié, c'est normal». Soit il peut aussi mal le prendre et se dire: «Ah OK, tu t'en rappelles pas». Mais c'est le danger avec avec l'instantané et l'imprévu, c'est que, bah, ça part aussitôt, quoi. Bon, là, on parle, de le point de vue des spectateurs, mais de votre point de vue, vous avez peut-être quand même des anecdotes, des spectateurs, qui vous ont peut-être, marqués, qui vous ont touché personnellement? Oui, je reçois déjà beaucoup de messages sur les réseaux de spectateurs qui osent pas forcément dire les choses sur scène et qui ensuite m'écrivent pour me dire: «Ah, j'aurais dû le dire, je regrette, j'aurais dû parler de ça». J'ai beaucoup de témoignages, vraiment des témoignages incroyables, des gens et même moi j'ai du mal à le dire parce que je peux même pas le dire, mais des gens qui ont eu leur vie changée suite à des bribes de mon travail, que ce soit sur scène ou au cinéma. Je reçois des messages incroyables, des gens qui ont changé de voie, qui ont osé aller au bout de leurs rêves, voilà, des choses incroyables. Et sur scène, si je me rappelle de quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose d'unique, en fait. Par exemple, là, il y a pas longtemps, on a eu, un malaise dans la salle. On a eu un vrai malaise et ma gestion de ce malaise, je l'ai encore en tête. Bah, parce que franchement, je suis trop fier de moi, en fait. Tout simplement, pardon de me jeter des fleurs, hein, je sais que c'est pas génial, mais on a eu un gros malaise et j'ai réussi à en faire un moment hilarant. La personne allait bien à la fin et tout, voilà, il y aura la vidéo bientôt sur YouTube. Mais ça, par exemple, je m'en rappelle parce que, bah, ça sort vraiment de l'ordinaire, quoi. Et pour que moi je me rappelle de certaines choses, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Sauf que j'ai pas le même ordinaire que le public, parce que eux, ce qu'ils vivent ce soir-là, ils vont dire: «Oh, c'est un truc de fou». Sauf que moi, c'est un truc de fou que j'ai provoqué. Et ce truc de fou-là, ce soir-là, j'ai fait en sorte qu'il arrive. Mais le vrai truc de fou, genre, je suis sur scène et quelqu'un du public me lance un avion en papier avec un CV dessus, ça, je peux pas l'oublier. Et j'ai plein de moments comme ça, mais maintenant, ils sont toutes sur la chaîne YouTube, donc c'est plus facile pour moi de m'en rappeler. En plus, on monte les vidéos, donc je les regarde 2 fois, 3 fois, 6 fois. Donc maintenant, elles sont imprimées dans ma mémoire. Mais c'est vrai que je peux évidemment pas me rappeler des choses dont se rappelle le public, c'est pas possible. Le fait de poster, notamment sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les moments d'impro, en fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant du côté des Ouais. humoristes, mais c'est aussi une façon peut-être de graver dans le marbre ces moments? Bah, moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Quand j'ai commencé à le faire en 2016 ou 17, personne ne le faisait encore en France. Déjà, il y avait personne n'improvisait autant avec le public et je le faisais parce que justement, quand je racontais mes anecdotes, tout le monde me disait: «Oh arrête, tu un mytho, ça va pas exister». Mon community manager me disait de mettre ça sur YouTube depuis
Franchement, 2013-2014, j'ai refusé. De 2013 à 2016-17, j'ai refusé parce que je voulais pas, je voulais que ça reste dans la salle. Je voulais pas que ça parte, que tout le monde puisse y avoir accès et je voulais pas aussi qu'on me vole mes réparties. Chose qui évidemment est arrivée malheureusement par la suite, mais bon, ça fait partie du truc. Et en tout cas, j'ai mis du temps à le faire, mais quand je racontais mes histoires, les gens me disaient: «Mais arrête, c'est pas possible, tu un mytho». Je dis: «Bah, vous savez quoi? Ça vous m'avez saoulé, allez, je vais commencer à poster maintenant». Et j'ai commencé comme ça effectivement et là, c'est gravé dans le marbre, ouais. Alors moi, j'ai regardé un petit peu pour préparer cette interview. J'ai regardé des extraits, sur les réseaux sociaux. J'en ai Ouais, regardé un, j'en ai regardé 2, 3, et en fait, j'arrivais plus m'arrêter. Les gens c'est racontent gentil. des trucs incroyables. Ouais, c'est fou, c'est tous les soirs, quoi. C'est tous les Ça veut dire que là, en étant, franchement, depuis qu'on a créé la chaîne là, on poste une vidéo par semaine, minimum une par semaine et franchement, on a 1 an d'avance encore là. J'ai une année d'anecdotes encore. C'est sans fin. C'est bien parce que du coup, ça rajoute encore plus à l'inépuisabilité de mon spectacle, mais c'est vrai qu'il se passe vraiment des choses, inattendues et mémorables chaque soir, quoi. Bon alors ce spectacle, il s'appelle «60 minutes avec Kéron», Dragon. Pourquoi l'avoir intitulé Dragon? En fait, c'est tout simple. Le concept est le même depuis des années. Mes fans savent, mon public sait que c'est le même concept en fait. J'arrive comme d'hab, je sais pas ce qui va se passer, eux non plus. Dragon, là, le concept, c'est quoi? C'est que dans la mythologie grecque, le dragon, c'est un protecteur de sanctuaire. C'est un animal qui protège des trésors. Et moi, je considère que la liberté d'expression, c'est mon trésor. Et en tant qu'humoriste, je me dois de le protéger. Donc, si vous venez à mon spectacle, soyez certain que c'est un espace sacré de liberté d'expression totale. C'est mon sanctuaire, en fait. Voilà pourquoi dragon. La scène, c'est vraiment un lieu sacré pour vous, un endroit qu'il faut pas toucher? Ouais, complètement. La scène, c'est comme une soirée entre potes, sauf qu'il y a plus de potes. Ça viendrait à l'idée de personne d'arriver au milieu d'une soirée entre potes et de dire: «Oh, cette blague, elle est déplacée, on va aller porter plainte, on va aller faire ci». Si ça fait rire les 6-7 personnes qui sont là, c'est leur moment. Tu pas là au début de la soirée. Tu sais pas ce qui s'est dit, tu sais pas pourquoi ils font cette blague-là. Tu sais pas si la blague est tolérée ou pas. Tu sais pas si la personne qui fait la blague à l'autre, juste avant, elle lui a pas dit un truc trop gentil et donc tu peux pas arriver au milieu d'un truc comme ça. Le contexte est important. Donc pour moi, le spectacle, c'est le moment qui nous rassemble, nous, tous les gens dans cette salle et moi. Et une fois qu'on se quitte, c'est fini. Ce moment, il n'existera plus jamais. C'est un moment magique et sacré et unique. Et ça m'énerve de prendre des trucs hors contexte, de prendre une blague et de dire: «Ah bah oui, cette blague-là, elle est comme ci ou elle est comme ça, ou lui, il est comme ci ou il est». Vous étiez pas là au début de la soirée. Vous savez pas. Donc soit vous êtes là, soit vous êtes pas là. Et pour moi, il faut ceux qui sont pas là, ils se taisent en fait. Ils se taisent et ils regardent, ils commentent un truc, qu'ils peuvent commenter, émettre un avis sur quelque chose, Tu vois, c'est comme quand tu croises un parent dans la rue avec son enfant et d'un coup, tu le vois péter les plombs et hurler sur son enfant. «Oh, c'est un mauvais parent. Oh là là». Mais tu là il y a 10 minutes. Tu sais si c'est pas la 79e fois de la journée qu'il lui répète la même chose? Tu sais pas en fait. Donc les gens adorent donner leur avis, les gens adorent créer des polémiques et créer du buzz, des bad buzz et ils ont besoin de s'indigner pour exister. Parce que quand on s'indigne sur un réseau, on a plein de likes, donc on se sent vivant et on a envie de reproduire l'expérience. Mais moi, je préfère rester dans ma bulle sur scène avec le public qui est là ce soir-là et ma seule prérogative, c'est que les gens qui sont là, qui ont payé, qui ont pris de leur temps, ils sortent en ayant mal aux joues. C'est tout ce que je veux. C'est une manière peut-être, aussi de se protéger vu que, par exemple, sur, YouTube ou sur les réseaux, il y a des extraits qui sont très longs. J'imagine c'est pour poser le contexte aussi, pour pas que les extraits sortent un peu n'importe comment? Ouais, mais dans tous les cas, les extraits, ils sortent n'importe comment. Quoi que je fasse, il y en a un qui va couper juste 1 minute, prendre cette blague-là et la mettre, sur son TikTok et dire, «Ouais, c'est un truc de fou, non? De Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire». C'est sans fin, mais une fois qu'on comprend les règles du jeu, on peut décider de jouer ou pas jouer, en fait. Moi, je joue pas. Ça veut dire que je mets les blagues que je trouve drôles, même si elles sont polémiques, je les mets sur mon YouTube. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec, franchement, ça les regarde. Alors, quels sont, vos autres projets en dehors des spectacles? Je sais qu'il y a votre pièce de théâtre, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est une pièce de théâtre qui me tient à cœur, qui s'appelle Alba et Sadaf, qui va se jouer à Paris. On a joué de janvier à avril au Théâtre des Mathurins et c'était complet, donc c'est trop bien. Et là, on reprend à l'Apollo Théâtre. C'est 2 histoires vraies. Ça aurait pu être, mon 4e film, parce qu'il y a vraiment l'énergie de Nous 3 ou rien dans ce film. C'est l'histoire vraie de 2 femmes, une au Salvador, une en Iran. 2 histoires incroyables que j'ai mélangées. Ces 2 histoires vraies, il faut savoir qu'en fait, au Salvador, l'avortement est interdit et si une femme essaie d'avorter,
On parle d'années de prison à double chiffre. Ça commence à 20 ans. C'est strictement interdit d'avorter. Si vous perdez votre enfant et qu'on vous soupçonne d'avoir provoqué cette fausse couche, c'est la prison aussi. Et Alba, c'est une fille qui habite au Salvador, elle va tomber enceinte. En Iran, il faut savoir que les femmes sont interdites de stade de foot, entre autres. Elles sont interdites de plein de choses, mais aussi de stade de foot, parce qu'on a estimé que l'énergie masculine dans les stades de foot, c'était nocif pour les femmes. Il fallait pas qu'elles assistent au fait de voir des hommes crier, s'énerver, voilà. Elles ont besoin d'être surprotégées à ce point-là, donc elles sont interdites. Mais une jeune demoiselle qui s'appelle Sadaf, elle est fan de son équipe de foot et elle veut absolument aller au stade. Et c'est ses aventures. Donc la pièce s'appelle Alba et Sadaf. Les comédiens sont fantastiques. La musique est géniale, j'ai pas les mots. L'auteur, l'écriture et la mise en scène sont acceptables. Et voilà, je suis très fier de ce projet. Et ça démarre mi-novembre. Et s'il y a des gens de Metz qui sont du coup à Paris entre novembre et mars, bah, ils sont les bienvenus. Et puis sinon, on ira, si ça marche, si ça continue à bien marcher à Paris, on organisera une tournée, on ira voir nos amis messois. Messois, on dit, ouais? Messin. Messins. On ira voir nos amis messins avec grand plaisir. Merci beaucoup, Kéron. Plaisir, merci Sarah.